20 ans de travaux forcés, c'est le verdict dans le procès dit des 100 jours, dont le principal accusé est Vital Kamerhe, l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi. Un procès sans précédent dans la lutte contre la corruption. Pour la défense, ce jugement expéditif et inique est avant tout un lynchage politique. Clara Gérard Rodriguez, bonjour. Bonjour. Sans surprise, l'audience du 20 juin a confirmé les charges retenues contre Vital Kamerhe, à savoir détournement de fonds publics et corruption. L'ancien directeur de cabinet du président de la République est condamné à 20 ans de travaux forcés. Comptez-vous faire appel de cette décision ? Absolument. Et un appel a d'ailleurs déjà été inscrit auprès de la Cour d'appel de Kinshasa par nos confrères sur place dès le jour même, le jour de la condamnation. Et nous espérons que les juges d'appel sauront traiter cette affaire avec la détermination qu'elle mérite et avec peut-être davantage de considération que les juges de première instance. Et qu'espérez-vous ? Nous espérons avant tout et en premier lieu un procès équitable, c'est-à-dire un procès qui respecte les droits de la défense tels qu'ils résultent du droit de la procédure pénale en RDC et également des standards internationaux tels qu'ils sont protégés et garantis par les différents pactes internationaux auxquels la RDC est partie. C'est-à-dire que nous attendons déjà que la défense ait accès au dossier d'accusation, puisque aujourd'hui on a une condamnation qui a eu lieu alors que les avocats de Vital Kamerhe n'ont jamais eu accès aux pièces qui ont fondé cette condamnation et les poursuites. Et nous attendons également que le procès se déroule dans une ambiance davantage confiante et détendue que ce qui a pu être le cas en première instance, puisque le procès a quand même eu lieu dans des circonstances très particulières, très rapidement après l'arrestation de M. Kamerhe le 8 avril, avec, on le sait, le décès du président d'audience d'un des juges effectivement en cours de procès, qui a contribué à exacerber les tensions autour de cette procédure. Donc on espère que les juges d'appel seront plus indulgents. Alors, pas tellement plus indulgents, ce n'est pas de l'indulgence qu'on demande, mais davantage respectueux de la procédure pénale congolaise et des standards internationaux, et qu'ils sauront traiter cette affaire dans le cadre procédural, mais également dans l'ambiance, l'organisation qui garantissent les droits de la défense. Alors pour la partie civile, les 2000 pièces contenues dans le dossier accablent Vital Kamerhe et ses co-accusés. C'est donc un procès économique et non pas un lynchage politique comme le prétend la défense. Mais ce qui est très surprenant, c'est que, vous le dites vous-même, les parties civiles citent ces 2000 pièces de procédure qui, selon elles, fonderaient la condamnation de Vital Kamerhe, mais la défense n'a pas eu accès à ces 2000 pièces. La défense n'a jamais pu constater l'existence de ces pièces et, a fortiori, ce qu'elles contiennent. C'est donc très surprenant aujourd'hui de devoir, à l'audience, défendre Vital Kamerhe sans avoir connaissance de la nature des accusations et des pièces qui la fondent, et aujourd'hui encore, après la condamnation, de devoir y répondre et de devoir former appel sans avoir pu constater quelles sont ces pièces, quels sont ces documents, est-ce qu'il s'agit de témoignages, est-ce qu'il s'agit de transferts, de flux financiers qui ont donné lieu à cette condamnation. Alors Vital Kamerhe dit que ce n'est pas lui qui est visé, mais le chef de l'État, car lui n'était que le superviseur de ce programme présidentiel. Aurait-il fallu entendre le président de la République dans ce procès ? Mais il aurait sûrement, dans tous les cas, fallu entendre davantage de personnes impliquées dans ces processus, ce programme de grands travaux, ce programme des 100 jours, puisque Vital Kamerhe est finalement arrivé à son poste donc de directeur de cabinet alors que les contrats avaient déjà été signés, alors que le programme avait déjà commencé. Et on se rend compte finalement que l'instruction lors de l'audience a été menée exclusivement à charge et qu'aucun ou en tout cas pas suffisamment de témoins ou de personnes dont les noms ont été cités lors du procès ont été entendus. De la même manière, le co-accusé de Vital Kamerhe, Djamal Sami, a longtemps demandé à ce qu'il soit procédé à des constatations sur place pour
pour vérifier si les maisons avaient bien été construites. Lui a toujours dit qu'elles l'avaient été. Vital Kamerhe... Justement, à propos des maisons, sur les 3500 maisons qui étaient attendues dans ce programme, seules 200 ont été livrées. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que les 57 millions de dollars qui finançaient ce programme ont été décaissés. Alors, mais les maisons n'ont jamais... les autorités judiciaires, que ce soit lors de l'enquête ou lors du procès, ne sont jamais allées constater si ces maisons avaient effectivement été livrées, si elles avaient été montées. C'est-à-dire que Jamal Samy, donc sans vouloir me prononcer à la place de ses avocats, a toujours affirmé que les maisons avaient été retenues dans des containers contre sa volonté, enfin en tout cas pour des causes qui échappaient à son ressort, et à aucun moment des constatations n'ont été faites. Donc c'est pour ça qu'à nouveau c'est très difficile pour nous de nous prononcer et de défendre notre client de la manière la plus efficace possible sans avoir accès à l'ensemble de la procédure. Alors, avant le verdict, vous envisagiez de saisir le groupe de travail des Nations Unies. Est-ce qu'une action, quel pourrait être l'impact de cette action ? Tout à fait. Donc, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a d'ores et déjà été saisi. Il siège à Genève. Nous l'avons saisi selon la procédure que l'on appelle d'appel urgent en raison du risque que fait peser la détention sur la santé et sur l'intégrité physique de M. Vital Kamerhe. Puisque aujourd'hui, donc, on sait qu'il est détenu à la prison de Makala, qui est extrêmement surpeuplée, qui a été construite dans les années 60 pour 1500 détenus et qui aujourd'hui en compte près de 10 000. Monsieur Vital Kamerhe lui-même, et ça a été constaté par un médecin en détention, souffre de problèmes respiratoires chroniques. Et dans le cadre que l'on sait de l'épidémie de Covid-19, sa détention fait peser un réel risque sur sa santé. Donc c'est dans ces conditions que nous avons décidé de saisir le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, parce que, outre donc ce risque, la détention de Vital Kamerhe ne répond pas aux exigences de la procédure pénale congolaise, notamment pour des raisons de délai qui ont expiré sans que sa détention soit prolongée formellement par un juge, mais qui est également contraire aux standards internationaux tels qu'ils découlent du pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques. Donc le groupe de travail des Nations Unies est aujourd'hui saisi. Il devrait se prononcer très rapidement sur le caractère urgent de la demande et sur donc, le risque que fait peser la détention sur la santé et la sécurité de Vital Kamerhe et dans les mois qui viennent, se prononcer sur le caractère arbitraire de la détention. Qu'est-ce qui pourrait se passer si justement le groupe des Nations Unies arrivait à convaincre la justice congolaise ? Tout à fait. Donc, il faut avoir conscience du fait que les décisions du groupe de travail des Nations Unies ne sont pas contraignantes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas obligatoires pour la RDC ou pour n'importe quel pays parti à la Charte des Nations Unies. Toutefois, il est certain qu'une condamnation par le groupe de travail des Nations Unies stigmatise une procédure inéquitable, une détention arbitraire, et que la décision du groupe de travail pourrait avoir un impact sur les décisions qui seront prises par les juges congolais, notamment en appel, et en tout cas contribuera, nous l'espérons, à dénoncer la situation qui est celle de M. Kamerhe aujourd'hui aux yeux de la communauté internationale. C'est ce qui avait été fait dans le cadre du procès Karim Wade contre l'État sénégalais. Absolument. En 2016. Tout à fait. Et à la suite de la décision donc, que le bâtonnier sûr avait obtenue dans le dossier Karim Wade, le Sénégal avait procédé à la libération de Karim Wade. Donc on voit bien que même si ces décisions n'ont pas de caractère contraignant, n'ont pas de caractère obligatoire pour les États, il en va aussi du respect de leurs engagements internationaux, notamment envers les États-Unis, les Nations Unies, de suivre ces décisions et de s'inscrire dans les garanties et le cadre international tel qu'il existe aujourd'hui. Alors vous êtes très critique à l'égard de la justice congolaise. Vous lui reprochez justement son extrême célérité dans le traitement de ce procès. C'est peut-être une qualité, malgré tout.
La célérité peut être une qualité, tout à fait, et chaque personne a le droit à être jugée dans un procès équitable. C'est-à-dire qu'on serait d'autant plus critique si le procès avait été audiencé dans 3 ou 4 ans sans que les choses n'avancent plus rapidement. Mais il faut bien voir une chose, c'est-à-dire que la célérité des procédures, la vitesse des procédures ne doit pas se faire au détriment des droits de la défense. Et la rapidité d'une procédure n'est pas condamnable en soi, mais elle le devient si elle ne laisse pas le temps aux avocats de la défense de représenter dûment et justement leurs clients. Dans le cas du procès de Vital Kamerhe, ce à quoi on a assisté, c'est une procédure qui a été audiencée rapidement. Et malgré les demandes de ces avocats en ce sens et de leur défense de nos confrères congolais, que nous tenons d'ailleurs à saluer pour leur détermination, pour leur persistance, leur pugnacité auprès des juridictions congolaises, ils n'ont jamais obtenu les éléments du dossier qu'ils demandaient et qu'ils avaient demandé bien avant le début même du procès. Aujourd'hui, si nous nous permettons de critiquer, comme vous le dites, la justice congolaise, c'est parce que, justement, un pays tel que la RDC, un grand pays qui s'inscrit et qui, on le voit notamment sous cette présidence, entend s'inscrire dans le respect des grands principes internationaux et prendre la place qui lui est due sur la scène internationale, se doit de respecter un certain nombre de procédures et de standards qui ont été notamment, à laquelle elle est notamment obligée par les pactes des Nations Unies, et à respecter les droits de la défense et le droit à un procès équitable. Alors, la crise sanitaire vous a empêché d'être à côté de vos homologues pour prendre la défense de votre client à Kinshasa. Ce dernier s'est dit ni surpris ni choqué par le verdict et s'en remettre à l'opinion publique. Est-ce que vous pensez que la pression populaire pourrait faire reculer la justice congolaise dans ce procès? Alors, on sait aujourd'hui que Vital Kamerhe a effectivement beaucoup de soutien dans la population. Après, la justice congolaise, comme toutes les grandes justices, est indépendante. Et aujourd'hui, ce que nous attendons, ce n'est pas tant la pression de l'opinion publique congolaise, de la population, que de la part des juges qu'ils fassent application du droit, et strictement du droit, donc à la fois du droit pénal et de la procédure pénale, pour conduire et mener un procès conforme donc aux standards, mais également que M. Vital Kamerhe est en droit d'attendre. Et nous sommes confiants sur le fait que si le procès est mené à bien en appel, si la défense est autorisée à débattre des pièces du dossier avec le procureur, avec les avocats de la partie civile, nous obtiendrons satisfaction en appel. Clara Gérard Rodriguez, merci. Je vous remercie.